Déjà, merci beaucoup d'être venu. On est très fiers chez Matera de vous accueillir après ce meet-up raté en janvier à cause du Covid. Ce soir, je vais vous parler d'un sujet qui est assez important chez nous, mais je pense que ça l'est aussi dans la plupart des entreprises qui sont là ce soir. C'est la façon dont on développe et on teste notre API chez Matera. Donc déjà, je me représente rapidement. Donc, je m'appelle Anthony pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis senior back-end développeur chez Matera depuis 1 an et demi maintenant. Je fais du dev depuis 2009, ce qui commence à faire un petit moment. Et je suis dans Ruby depuis 2011. Je vous ferai une présentation. Alors, le format sera un peu plus long que celui d'Adrien. Je vais essayer de ne pas vous assommer, ça serait dommage de ne pas pouvoir profiter des planches apéro après, il paraît qu'elles sont excellentes. On fera une présentation donc en 3 parties, grosso modo. Je vais présenter un peu le contexte de Matera. Ensuite, on parlera un peu plus de l'implémentation de nos contrôleurs. Et ensuite, on fera un petit point sur la stratégie de test qu'on a actuellement. Et je conclurai après. Donc Matera, donc très rapidement, c'est un produit SaaS qui permet aux copropriétaires de gérer leurs immeubles sans syndic professionnel. Donc on pousse un modèle de syndic coopératif. C'est un produit qui inclut un certain nombre de complexités métiers, notamment sur le plan légal et le plan comptable. On est présent en France, en Allemagne. Du coup, on a pas mal d'enjeux en fait, autour de l'internationalisation parce qu'on a un cadre qui est complètement différent, que ce soit sur le plan légal ou administratif, dans les différents pays. Et on est une boîte en pleine expansion aussi, puisqu'on est actuellement 200 personnes et on continue de grossir. Plus spécifiquement la tech, donc Matera, l'API, actuellement, c'est environ 200 contrôleurs, à peu près 900 endpoints, une équipe de 35 développeurs et développeuses, et une moyenne à peu près de 20 pull requests qui sont mergés par jour dans la codebase. L'équipe, elle est divisée en squads. On fonctionne en impact team pour le coup. On a 7 squads, il me semble, actuellement. Mais ça aussi, c'est amené à grossir avec le temps. On a différents clients pour l'API. On a notre interface d'administration, comme tout le monde, l'application web pour nos clients et l'application mobile. La première version de l'API a été développée dans un contexte scale-up. Je ne vais pas vous apprendre ce que ça implique. Souvent, un équilibre un peu précaire entre la qualité et la rapidité de développement. On avait une volonté de simplifier aussi l'entrée dans la code base pour les newcomers. Et également, un petit peu comme toutes les équipes tech, j'imagine, l'idée c'était d'essayer d'améliorer un peu notre vélocité, que ce soit en termes de développement, mais également en termes de review, sans compromis sur la qualité bien sûr. Donc voilà, donc c'est pour ça que c'est important pour nous d'avoir quelque chose d'assez normalisé, que ce soit autant au niveau du développement que du testing. Alors, en préambule, ce que je vais vous présenter là ce soir, ça n'a pas vocation à être la façon de développer une API, c'est une façon parmi tant d'autres. C'est ce qui marche actuellement chez Matera. Peut-être qu'effectivement, dans 6 mois ou dans 2 ans, je vous referai la même présentation avec un contenu complètement différent. En tout cas, actuellement, c'est ce qui marche. Donc, premièrement, notre API, effectivement, c'est une API REST. Donc, il n'y a pas de GraphQL chez nous. Pour l'instant, ce n'est pas dans les projets. On pourrait peut-être évoluer là-dessus, mais on n'a pas de projet à court ou long terme, on va dire, sur ce point, et essentiellement une API JSON. On a quelques endpoints qui renvoient du CSV ou du PDF, mais ça reste marginal. On tend vers du RESTful. On n'est pas effectivement, on n'est pas dogmatique sur le sujet non plus. On essaye de rester dans le cadre du Domain Driven Design et donc d'avoir des contrôleurs qui ont quand même une certaine cohérence. On utilise CanCanCan, qui est une librairie de facto, enfin un standard un peu de facto avec Pondit pour tout ce qui va être gestion des droits d'accès et le preloading des ressources, donc ce qui nous aide pas mal aussi au niveau de nos contrôleurs. Et on a des contrôleurs légers, donc à savoir qu'effectivement on encapsule toute la logique métier dans des services, notamment on utilise certains interacteurs, et on va utiliser un certain nombre de services utilitaires pour tout ce qui va être pagination, filtre, etc. Et c'est notamment sur cette partie-là que je vais enchaîner maintenant. Premièrement, on a effectivement des serializers. Je rappelle brièvement le principe de l'intérêt de la serialisation. L'idée, c'est de transformer les objets Ruby en JSON. Il y a plein de librairies qui existent sur le marché pour ça. La plus connue étant notamment ActiveModel Serializer.
nous, actuellement, on utilise un fork de Blueprinter, qui est une autre librairie dans le même style, qui est plus légère. Elle fait le taf. Elle nous permet notamment de gérer des vues, l'affichage des associations de nos ressources, et également de gérer certains nombres d'options. L'intérêt, ça va de pouvoir effectivement afficher ma ressource dans différents contextes avec différents attributs, et également éventuellement d'avoir un peu de logique métier dans les serializers, même si effectivement c'est pas recommandé. On va commencer par un exemple très simple. Alors je vais enchaîner sur pas mal d'exemples. Il y a beaucoup de code, mais finalement on va itérer, donc ça va aller assez vite. Donc là on a un premier exemple assez basique. Donc vous pouvez voir à gauche un serializer assez simple. Donc on se place dans le contexte, du cinéma. Donc on a des films effectivement, et donc un film va y avoir un certain nombre d'attributs. On va avoir un titre, une année, une note moyenne et une description. Et on a un contrôleur donc à droite qui est pareil, assez simple. Je vais appeler directement mon serializer tout simplement en lui donnant ma collection de films. On va essayer de complexifier un peu ça. Je vous ai parlé tout à l'heure des vues. Donc effectivement, on peut avoir, en fonction du contexte côté client, on peut avoir besoin d'avoir différentes informations, différents attributs du coup sur les films. Là, en l'occurrence, je vais créer une vue un peu plus spécifique que je vais appeler Extended, parce que j'ai envie d'avoir plus d'informations dans certains contextes. Et donc, je vais rajouter des champs supplémentaires. L'intérêt, c'est qu'effectivement, côté client, je vais pouvoir envoyer un paramètre View que je vais donner tout simplement à mon serializer dans mon contrôleur. Et c'est ce qui va permettre au client de déterminer en fait, la liste des attributs qu'il a envie de récupérer. Donc, ce qui peut être un peu différent de JSON API, notamment pour ceux qui ont déjà utilisé, où le client va spécifier explicitement la liste de tous les attributs qu'il veut récupérer. On a parlé des options aussi tout à l'heure. Alors les options, effectivement, ça reste sur des cas un peu edgy. On a certains cas où on peut avoir envie de effectivement passer des options dans le serializer. Je prends l'exemple, par exemple, on peut imaginer avoir de la logique métier qui nous permet d'afficher les recettes d'un film à une date donnée. Ce qui veut dire que je voudrais permettre à mon client API de spécifier la date à laquelle il veut récupérer les recettes du film. On peut voir effectivement, donc là à droite, effectivement, le serializer, j'ai repris le même que j'ai étoffé un petit peu. Donc on va lui passer, on a un champ un peu spécifique revenu qui va prendre des options paramètres, et notamment la date, donc qui va me permettre de calculer mes recettes. Et donc au niveau du contrôleur, rien de sorcier là aussi, hein, je vais passer par un service. Alors on a un service un peu spécifique qui va nous permettre de whitelister en fait la liste des options qu'on peut passer à notre contrôleur et de pouvoir filtrer tout ça. Qui dit API dit filtre. Effectivement, à un moment donné, mes films, je n'ai pas forcément envie de les avoir tous, je vais pouvoir filtrer selon différents critères. Donc on a un service pour ça, qui va prendre effectivement deux paramètres principaux, la collection de ressources, donc ma liste de films, et la liste des paramètres qui vont être envoyés dans le paramètre filter tout simplement. Ce service en fait va masquer toute la complexité de gestion des filtres et va permettre de gérer 5 types de filtres différents sur lesquels je vais rentrer un peu plus en détail. Le premier, ça va être les field filters. Donc ça va nous permettre de faire un filtre de stricte égalité tout simplement. Donc ça peut être, par exemple, j'ai envie de filtrer sur tous les films qui ont été publiés en 2022 par exemple. Dans ce cas-là, je vais pouvoir spécifier effectivement une liste des champs sur lesquels j'ai envie de filtrer de manière stricte. Donc là, en l'occurrence, ça va être la note et l'année. Et ensuite, je vais utiliser mon filter service auquel je vais passer effectivement à la fois les filtres qui ont été saisis par le client, mais également la liste des filtres qui sont autorisés sur mon contrôleur, sur mon endpoint. Un deuxième exemple, les query filters. Donc ça, c'est un filtre un poil plus complexe, dans le sens où ça va permettre de faire de la recherche floue sur différents attributs en base. Je reprends cet exemple, je veux pouvoir filtrer mes films en permettant de récupérer tous les films qui ont, par exemple, la chaîne de caractères parc, à la fois dans le titre ou également dans la description. Donc là aussi, ça va être assez simple. Finalement, je vais passer de nouveau par une constante où je vais indiquer effectivement le nom de mon paramètre qui sera entré par le client et la liste des champs dans lesquels je vais aller taper en base. Et je vais, de la même façon, c'est tout simplement un nouveau paramètre que je vais passer à mon filter service. Donc voilà, de la même façon qu'on avait les field filters, on va avoir les query filters. Et on peut enchaîner sur la suite.
On va avoir les scope filters qui, comme leur nom l'indique, vont nous permettre de filtrer nos ressources en se basant sur les scopes Active Record. Donc là aussi, on va juste tout simplement indiquer la liste des scopes qu'on veut pouvoir appeler sur notre ressource. Et de nouveau, on va pouvoir passer un paramètre supplémentaire à notre filter service. Et on a également donc, les default filters. Donc ça, c'est un peu plus spécifique. Ça va nous permettre en fait, d'appliquer des filtres par défaut. C'est-à-dire que si le client, sauf si le client décide de surcharger un peu ces filtres-là, on va appliquer ces filtres par défaut. Donc je prends comme exemple, on peut imaginer que sur mon contrôleur, par exemple, sur mon endpoint, j'ai envie de récupérer par défaut tous les films effectivement qui ont été publiés cette année. Donc je vais pouvoir l'indiquer de cette façon-là. J'ai de nouveau une constante, comme vous avez commencé à en avoir un peu l'habitude, où je vais indiquer effectivement mes filtres par défaut, donc le nom et la valeur. Et je vais passer cette liste de default filters à mon filter service. Ça n'empêche pas pour autant effectivement mon client, s'il a envie de récupérer tous les films qui ont été publiés dans les années 80, d'indiquer effectivement le paramètre filter years avec l'année 80 et on lui retournera la liste des films correctement. On a également les custom filters, donc je ne vais pas forcément mentionner parce que ça commence à faire beaucoup d'exemples, qui nous permettent d'appliquer un filtre en se basant sur une méthode d'instance sur nos classes. C'est là encore pour des cas un peu plus edgy, mais ça peut être parfois utile. Tout à l'heure, on a parlé des associations, donc effectivement, c'est bien mignon, je récupère ma liste de films, mais potentiellement, mes films, ils ont des acteurs, ils ont une catégorie, ils ont d'autres informations liées que j'ai envie de pouvoir récupérer sans avoir effectué plusieurs requêtes sur mon API. Et donc là aussi, sans surprise, on va avoir un nouveau service spécifique pour ça, qui va nous permettre de masquer toute la complexité. Et donc, de nouveau, il va prendre en paramètre la liste des includes qui sont autorisés, et donc le paramètre includes qui va nous permettre de spécifier les associations qu'on veut récupérer effectivement en même temps que la ressource principale. L'intérêt de ça, c'est qu'effectivement, je vais pouvoir donc passer mes includes directement à la fois dans mes requêtes Active Record, donc via le keyword includes, et également dans mon serializer. Ça va nous permettre aussi de gérer du mapping entre includes et relationship. Alors, c'est un cas un peu plus spécifique. On peut avoir des fois des includes effectivement qui ne sont pas directement reliés à une association Active Record. Et dans ces cas-là, on va pouvoir effectivement quand même expliciter le fait que cet include va dépendre d'une relationship et donc de faciliter un peu tout ce qui va être eager loading. Ça sera un peu plus clair sur la slide suivante, je pense. Donc là, j'ai repris effectivement l'exemple de notre movie serializer. Donc on peut voir qu'effectivement, on a deux associations qui sont venues se rajouter. J'ai envie effectivement de pouvoir lister les acteurs qui sont associés à mon film, mais également la catégorie. Donc au niveau de mon serializer, ça va être assez simple, c'est 2 lignes de plus. Je vais spécifier le nom de l'association et je vais indiquer le serializer qui est concerné. Et ensuite, au niveau de mon contrôleur, alors ça commence à être un peu velu, désolé pour ça. Donc vous pouvez voir qu'on a une nouvelle constante qui est venue se rajouter en haut. Je ne sais pas, c'est peut-être un peu petit, je ne sais pas si vous voyez bien dans la salle. Bon, je vous transmettrai de toute façon les diapos sur le Slack par la suite. Donc on a une nouvelle constante en fait qui va contenir, c'est un tableau en fait qui va contenir la liste des includes autorisés. On va passer donc par notre service l'include qui est en bas. L'include service effectivement qui va nous permettre de whitelister comme d'habitude nos includes par rapport à ce qui est autorisé. Et de nouveau, en fait, on peut voir qu'effectivement, mes includes, je vais les injecter à la fois au moment où je vais récupérer mes movies. Donc, je vais faire un movie.includes et donc je vais indiquer mes includes en question. Mais on va également le passer en paramètre à notre serializer qui lui va pouvoir effectivement du coup générer dans son JSON à la fois les ressources principales, donc mes movies, mais également les acteurs et les catégories en fonction de ce qui a été demandé. Enfin, alors je ne vous ai pas montré effectivement l'exemple complet parce que ça serait vraiment velu pour le coup. On peut également gérer la pagination. Effectivement, si je reprends l'exemple de mes films, je n'ai pas forcément envie de récupérer des centaines, voire des milliers de films quand je fais une requête sur l'API. Ça risquerait de mettre à genoux à la fois mon back-end et potentiellement mon front. Donc on peut spécifier effectivement des paramètres de pagination. On a là aussi un service dédié qui va masquer toute la complexité. Il est capable de gérer à la fois les deux stratégies un peu communes, on va dire, de pagination, donc que ce soit basé sur des curseurs ou sur de l'offset. Et on a une configuration par défaut parce qu'on est dans l'esprit Rails. Donc voilà, on a une configuration par défaut au niveau de la taille de page, mais également au niveau de la stratégie de pagination employée. Maintenant, on va parler un peu du testing.
Donc déjà, d'un point de vue philosophique, effectivement, les tests contrôleurs chez Matera, c'est essentiellement des tests d'intégration. C'est un choix, là encore, un choix parmi tant d'autres. Donc ce qui sous-entend qu'on n'a quasiment aucun mock. La seule chose qu'on va effectivement s'autoriser, c'est d'utiliser la librairie VCR pour tout ce qui est WebMock également, pour tout ce qui va être appel à des API tierces. On va tester de manière exhaustive toutes les réponses successful, donc toutes les réponses en 200, 204 notamment. Et on va tester de manière individuelle tout ce dont je vous ai présenté jusqu'à présent, tous les filtres, les includes, les views, les options. On va avoir des tests effectivement exhaustifs sur tout ça. On va également tester tous les cas d'erreur. Là aussi, on va essayer d'être assez complet. Et effectivement, pour un code, que ce soit un code 422, un code 403 ou ce genre de choses, on va essayer de lister vraiment tous les cas de figure qui peuvent arriver pour être sûr de ne rien avoir oublié. L'idée aussi, c'était de pouvoir tester et documenter en parallèle, parce que, comme on le disait, l'intérêt, c'était aussi d'accélérer un petit peu, enfin, faciliter un peu le développement et la review. Et du coup, donc, on va organiser les tests de façon à pouvoir faciliter la génération automatique de la documentation. Donc les outils qu'on utilise plus concrètement, la première, c'est la gemme AirSwag. Elle va nous permettre de générer en fait la doc Swagger. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un outil qui est assez reconnu, qui s'appelle maintenant OpenAPI d'ailleurs, qui permet de générer effectivement des fichiers de configuration pour générer une documentation API. Et également, elle va nous permettre de faire des tests basiques sur nos endpoints d'API, donc typiquement de tester le statut HTTP, ce genre de choses, et le content type, etc. Comme j'ai dit tout à l'heure, on utilise VCR, donc qui est une librairie assez connue aussi, qui va nous permettre effectivement de moquer tous nos appels aux API tierces. On n'a pas envie, pendant qu'on exécute tous nos tests, d'appeler toutes les API dont on peut être dépendant nous aussi. Donc le principe, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est effectivement la première fois qu'on va exécuter les tests, la requête externe va être exécutée. On va enregistrer ce qu'on appelle une cassette. Donc c'est un fichier YAML en fait qui va récupérer effectivement à la fois la requête et la réponse avec tout le détail, que ce soit le corps de la requête, les entêtes HTTP, etc. Et les fois suivantes, quand on va exécuter les tests, VCR en fait va se contenter de lire ce fichier et de renvoyer en fait, de moquer vraiment l'appel à l'API comme s'il avait été réellement exécuté. On va utiliser un certain nombre de helpers maison aussi, qui vont nous permettre de générer et de valider les requêtes, le contenu des requêtes et des réponses. Et on utilise également un certain nombre de linters Rubocop qu'on a customisé aussi un petit peu. L'idée étant de forcer un petit peu l'utilisation justement des helpers maison et donc de systématiser l'utilisation des schémas, l'explicitation des schémas, etc. Alors désolé, je pense que ça va être un peu sombre encore. C'est un exemple effectivement de spec effectivement contrôleur. Donc on peut voir effectivement qu'on utilise les specs de type request. Et donc grosso modo, on va avoir un bloc à la racine, on va avoir un bloc pass, des blocs pass pour indiquer les différents endpoints sur notre contrôleur. Et à l'intérieur, en imbriqué, on va retrouver un bloc pour chaque méthode que je vais pouvoir appeler sur mon endpoint. Donc là, si je prends le premier exemple, par exemple, on va lister, en l'occurrence c'est l'API interne, donc on va lister la liste de tous les Materani. Donc la seule chose que je peux faire, c'est un get dessus, donc je vais avoir un simple bloc get à l'intérieur. En revanche, sur le chemin suivant, je veux pouvoir afficher ou mettre à jour un Materani. Dans ces cas-là, le chemin va être le même. Par contre, je vais avoir effectivement un bloc get et un bloc put, puisque je vais pouvoir faire à la fois un get et un put sur ce chemin-là. Donc si on rentre un peu plus dans le détail effectivement de ces specs, donc si je reprends effectivement l'exemple du show sur mon Materani, à l'intérieur du get, on peut voir qu'on liste les paramètres. On commençait déjà à les lister au niveau du pass, ce qui permet de mutualiser un petit peu les paramètres communs aux différents blocs. Et on va avoir à l'intérieur les différentes réponses. Donc on a un bloc réponse par code HTTP possible. Donc on va avoir, là en l'occurrence, on a une réponse 200, on aura une réponse 404, on pourra avoir une réponse 403, etc. Donc on aura un bloc à l'intérieur duquel on va de nouveau redécouper avec des contextes et des describes pour définir les différents cas d'usage pour lesquels on pourra obtenir cette réponse. Et si je rentre encore plus dans le détail, donc voilà, on peut voir que du coup, une fois que j'ai structuré mes tests de cette façon-là, un test en lui-même est finalement très simple, puisque là finalement en 2 lignes, je vais tester à la fois le statut HTTP, le format de ma réponse,
éventuellement le format de ma requête. Bon là c'est pas un bon exemple parce que c'est un get et qu'on n'aura pas de body dans la requête, mais ça aurait pu être un cas d'usage aussi sur un put ou sur un post par exemple. Et donc finalement le test en lui-même, on va avoir quelques expectations vraiment très spécifiques, mais toute la partie un peu générale va être déjà gérée par Airswag. Là je vous ai mis un exemple, je vous ai parlé des schémas tout à l'heure. Je vous ai parlé des helpers un peu maison, donc ça c'est un exemple de schéma, donc j'ai repris notre cas d'usage de tout à l'heure du film. Donc c'est assez simple, on va avoir une classe finalement qui va avoir deux méthodes privées. On va lister dans le premier temps les champs en fait, de cette classe, enfin de cette ressource pardon. Donc je reprends les exemples de tout à l'heure, donc on a un ID, un title et une année. On va spécifier le type de chaque attribut. Et de la même façon, on va lister les associations, et donc là aussi, on va spécifier donc, le nom des associations, le schéma éventuellement associé à cette association. Et c'est ce qui va permettre en fait à Airswag et à nos helpers de vérifier que dans mon exemple, enfin dans ma spec, pardon, la réponse générée est conforme à ce schéma-là. Si ce n'est pas le cas, j'aurai une erreur et donc je vais pouvoir ajuster soit le schéma, soit effectivement mon implémentation. Derrière, je vous ai parlé de la génération automatique de la documentation. Donc voilà, concrètement, Swagger en fait, est fourni avec un petit utilitaire qui s'appelle Swagger UI, qui va en fait consommer le fichier JSON qui a été généré et va générer une UI dynamique avec laquelle on va pouvoir interagir, que ce soit côté back ou côté front. On va pouvoir effectivement lister tous nos endpoints avec les différents paramètres possibles, mais également on va pouvoir tester directement en fait, contre notre API et simuler du coup des appels à notre API. Voilà, donc là, je vous montre un peu plus dans le détail. On voit effectivement, voilà, c'est des paramètres assez basiques qui sont liés à la pagination, mais on pourra avoir des paramètres un peu plus complexes en fonction de ce qu'on veut. Voilà, du coup, j'espère que je ne vous ai pas trop assommé. Je vais conclure. Donc, l'intérêt, effectivement, de cette stratégie de développement et de testing, premièrement, c'est qu'effectivement, comme on vient de le voir, ça permet d'avoir une doc API qui est à jour et qui, pour pas grand-chose en termes d'investissement, à savoir que le fichier, en fait, il est régénéré à chaque mise en prod et qu'on est sur un rythme d'à peu près 3 mises en prod par jour. Et après, l'intérêt côté back, c'est qu'effectivement, en termes de développement et de review, ça va nous faciliter grandement les choses puisqu'on est quand même sur une implémentation assez standard, du coup, enfin, un standard un petit peu au sein de l'équipe. On va uniformiser du coup le développement entre les différentes squads, parce que c'est aussi, je pense que pour les équipes qui sont un peu grosses, vous devez aussi connaître ce problème-là, ça peut être difficile des fois de s'harmoniser un peu entre les différentes squads. Et puis ça nous permet aussi de rester le plus possible dans le cadre des conventions REST. Et là encore, on se garde une certaine latitude, mais voilà, ça permet de donner un cadre. Côté front, l'intérêt, c'est qu'effectivement, les développeurs front-end vont être beaucoup plus autonomes. Ils n'auront pas besoin de pinguer leur copain back pour savoir, hey, au fait, qu'est-ce que je peux utiliser comme paramètre sur cette endpoint, qu'est-ce que tu me renvoies dans la réponse, etc. Donc ça peut faciliter les choses grandement. Et ça va permettre, là aussi, d'harmoniser potentiellement le code côté front pour tout ce qui va être call à notre API, puisque du coup, les calls API étant sensiblement les mêmes, ça va permettre de vraiment mutualiser aussi côté front toute cette partie-là. Est-ce que vous avez des questions ?